C'est parti pour la machine 13back d'Xbox. Alors je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir parce que la machine est encore dite comme active, donc j'ai généralement pas le droit de montrer la solution. Donc ça sortira quand la machine sera ne sera plus accessible au public, à part pour les VIP. Mais bon, pour le moment, on va juste la faire et ça sortira quand ça sortira. Donc j'ai une machine 13back. J'ai déjà enregistré son adresse IP dans le fichier host. Pourquoi ça ping pas? Parce que oui, je suis un poil débile. C'est mieux, c'est bon. Ok. Donc, comme d'habitude, j'aurais dû prendre le script d'avance. Voilà. On va énumérer les ports et tout ce qu'il y a derrière. Et on va attendre la fin du scan. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y a un port SSH et un port HTTP. Alors, SSH, bon, on sait pas ce qu'il y a derrière. On voit que du coup, que c'est du Linux qui est derrière, c'est l'Ubuntu. Avec OpenSSH version 7.6. Et pour le serveur web, c'est de l'Apache version 2.4.29. Et on nous demande de les aider. Alors, on va donc lancer Firefox. Firefox, voilà. Alors, on va dans 13back.htb. This site has been owned. I left a backdoor for all the net. Free internets. XH4H, donc c'est le nom du mec qui a fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose. On a juste une page avec du texte qui change de couleur. Enfin, la page, pas le texte. Bon. On va voir s'il y a un truc qui se cache derrière dans des répertoires. Donc, on va rappeler GoBuster sur les répertoires. L'URL, donc c'est traceback.htb. Et pour la word list, on va faire un truc simple pour le moment. Là. Word list. Common. Et à plus qu'à attendre la fin. Bon, et chez index.php, c'est ce qu'on a ici. Ok. On peut essayer Nikto, qui va analyser lui aussi le site. Traceback.htb. On va attendre. En fait, je viens de voir que plus exactement, j'ai vraiment pas fait gaffe. Il y a deux fichiers, il y a index.html et index.php. On va retourner là. Alors j'imagine que ça c'est l'HTML qu'on est en train de regarder. Ok. Et si je mets PHP, add your default txt here. Ouais. Il n'y a rien d'autre, ça c'est la source. Ok. Alors je rappelle qu'on est plusieurs à attaquer la machine en même temps. Donc là c'est juste possiblement quelqu'un qui a rajouté ça. Ou alors c'est vraiment sur la machine, je sais pas. Bon bah on va laisser Nikto finir son scan. Alors, on peut aussi voir que c'est Apache 2.4.29 donc qui est installé, comme on avait vu sur le retour de Nmap. Cependant c'est Apache 2.4.37 qui est à jour. Donc étant donné qu'il y a quelques, même si c'est des versions mineures de différence, peut-être qu'il faut regarder sur les CVE ou sur ExploitDB s'il n'y aurait pas un exploit, quelque chose à faire sur cette version qui aura été ensuite corrigée. Mais heureusement, on a une version antérieure. Bon, après la machine, elle a quasiment 2 mois. Peut-être que les mises à jour d'Apache se sont faites aussi sur les 2 mois. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas beaucoup de différence entre les versions. Mais il faudra regarder à quel moment serait sortie cette version-là, s'ils ont installé exprès cette version-là parce qu'il y aurait une faille, ou si c'est juste que entre le moment où ils ont mis à jour ils ont mis en place la machine et la date du jour, peut-être qu'il y a eu des mises à jour. Et donc du coup, faut pas attaquer Apache.
Ou peut-être que si, il y aurait quand même une vulnérabilité que n'ont pas pris en compte les mecs qui ont installé la machine. Enfin bon, toujours faire gaffe aux versions des logiciels qui sont en train de tourner. Et c'est terminé. Et finalement, on n'apprend pas grand-chose. Parce qu'on avait déjà vu qu'il y a plusieurs index. Un fichier readme par défaut, on peut aller voir si jamais. Ce serait dommage de ne pas le faire. Icon slash readme. Et ça m'a l'air d'être le readme par défaut d'Apache. Rien d'intéressant. Alors, on a quand même en fait un petit texte qui est juste devant nous. Il faut faire gaffe à ce qui est écrit devant nous. Donc, this site has been owned. Ok. I have left a backdoor. Donc en fait, il y a déjà une backdoor sur le site. Maintenant, il faut trouver où est-ce qu'elle pourrait être. Bon, on a cherché avec GoBuster. On a cherché avec Nikto. C'est analyser le site un peu dans tous les sens. Ce qu'on pourrait encore éventuellement faire, ce serait utiliser Burpsuit pour voir si la backdoor tenterait pas de se connecter à notre client, enfin Firefox, pendant qu'on est en train de faire tourner le site. Donc juste pour l'exemple, on va le faire. Voilà, Burpsuit. Alors je vais mettre le proxy dessus. Oui. Voilà. Ça c'est bien Burpsuit. Ok. Next. Start Burpsuit. Je reviens là. Alors. Proxy intercept zone. Je recharge la page. On n'a rien ici, donc je peux faire forward. Quand je vais dans la target, non, tout ce que j'ai, c'est le fichier index.html. Bon, on va tester le PHP, parce que du coup, HTML ne fait pas appel à du PHP, je suis un peu débile, j'aurais dû y penser. Donc là, c'est pareil. Je forward cette fois-ci le fichier PHP. Et non, tout ce que j'ai, c'est un fichier PHP, et j'ai aucun autre fichier qui tente de s'accrocher à moi. Ok. Bon, on va quitter Burpsuit, mais pas utile du coup, pour le moment en tout cas. Yes. Alors, ce qu'on peut toujours faire, c'est faire un peu de recherche internet, ce qu'on appelle de l'OSINT, c'est de l'Open Source Intelligence. Donc c'est... Alors intelligence, c'est rapatriement de... pas de connaissances, mais d'informations, voilà. Donc on a quoi? On a le nom du mec qui a laissé la backdoor. Ce qu'on peut encore faire, c'est aller chercher dans la source, voir s'il n'y a pas une autre information qui est donnée, il n'y en a pas. Alors, un petit commentaire qui dit, donc c'est la suite de ce qu'on lit, Some of the best web shells that you might need. Ok. Donc il a laissé une backdoor, il y a son pseudo, il y a une petite phrase d'accroche, enfin une petite phrase d'accroche et un petit commentaire. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller sur Google. Alors avant, je vais enlever le proxy, avant d'avoir des problèmes. Voilà. Aller chercher sur Google le nom du mec, voir s'il y a pas un site ou un truc où on peut retrouver le web shell, enfin le ou les web shells qu'il aurait laissé. Alors Google, c'était quoi son nom? Xa web shells. Qu'est-ce qu'il avait mis encore? Backdoor. Voilà, quelques petits mots-clés. Et oui, alors, j'ai déjà fait la machine, hein, c'est pour ça que c'est déjà cliqué. Donc ouais, j'ai montré des fausses pistes, mais c'est exprès, je vous montre un peu comment est-ce que moi j'ai fait j'ai effectué l'attaque. C'est pour ça que les vidéos vont peut-être être un peu longues. Alors je vais petit à petit guider vers la bonne direction, mais je vous montre d'autres possibilités qui vont sûrement la plupart du temps échouer, mais qui peuvent quand même aider à récupérer de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On avait une phrase qui disait Some of the best web shells that you might need. On va regarder avec le mot web. HTTP custom client, non. Alors, on est bien sur le profil GitHub du mec en question. Web shells, non, toujours pas. Ah, ici. Web shells, alors forqué depuis
cette personne, et la petite phrase « Some of the best web shells that you might need ». On clique dessus, et là, on a des shells. Alors, on ne peut pas uploader encore sur le site, hein, vu qu'on n'a aucun accès, mais il a dit « J'ai bien laissé une backdoor sur le site ». Donc là, il y a une backdoor qui tourne. Étant donné qu'on a l'air d'avoir trouvé son répertoire à web shell, bah c'est sûrement un des shells qui est présent ici. Alors on sait pas lequel. Donc ce qu'on va faire, je vais copier tout ça. Je vais retourner ici. Et là je vais faire vim web shells.txt. Je vais tout copier. Alors je vais juste faire un tout petit truc avant. Voilà. Je vais mettre le nom des fichiers ici. Donc j'ai mes web shells. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'information qui me sert à rien. Je vais voir, ouais c'est bon, ça marche bien. Voilà. Et bon. Donc là j'ai une liste des web shells avec un des web shells qui est censé être présent sur le site en question. Donc ce que je vais faire c'est while readline. On va curl, donc on va tenter d'exécuter un fichier à distance. Donc on fait traceback.htb. Et donc là on va dire tu vas me faire ça sur chaque ligne. Alors attention. Là il y a un répertoire qui s'appelle web shells. Donc si jamais ça ne marche pas, là sur le coup je m'étais dit bah, peut-être qu'il faudra que je rappelle le site /web shells/ l'un des noms des fichiers. Donc essayez de bien voir comment sont architecturés les fichiers qu'on vous donne. Parce que parfois bah faut tenter plusieurs types d'architecture. Bon bref voilà. Juste quand si ça marche pas, ne vous dites pas juste ça marche pas, essayez de reprogrammer un peu l'architecture du truc. Donc on curl le site et là line va être remplacé par à chaque fois le nom du fichier qui est là. On dit done. Ah oui. On dit done et on envoie le fichier en question dans la boucle, sinon ça marche pas. Ouais. While readline. Alors je vais plutôt refaire mon script. Je sais pas pourquoi ça marche pas en shell ici. Bon, c'est pas grave. Donc je l'avais appelé fuzz.sh. Ah oui, je me prépare. Là pour le coup, je me suis vraiment pas du tout préparé. J'ai juste fait une fois la machine. J'ai attendu quelques heures, enfin une nuit. Et là, je la refais sans m'être fait de fil rouge. Hein, donc il y a peut-être quelques fails, mais c'est le côté un peu marrant aussi. Donc while read line nous donne webshells.txt. Et donc j'avais dit curl http. Ça se trouve, je me suis simplement trompé sur le nom de la machine. Traceback.htb, non, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Traceback.htb / je vais voir un truc. Non, j'ai bien écrit. Donc / line. Et on va voir le retour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Bon, comme j'ai déjà dit, hein, l'URL avec le nom du fichier. Et on va voir si à un moment, curl va me redonner une réponse différente que un erreur 404, un truc un peu comme ça. Alors juste au-dessus, je vais aussi afficher quel fichier je teste. Comme ça, ça va être plus simple pour moi de retrouver. Hop. J'exécute. Enfin, je re-exécute fuzz. Je l'exécute. J'ai mal écrit traceback. Traceback. Voilà. Ah. Alors là, on a une réponse avec du code HTML. Donc on peut voir que alpha3.php, ça met du 404 not found. Alpha v3 machin, 404 not found, etc. Donc on va redescendre jusqu'au moment où j'ai autre chose que du 404. C'était où? C'était là.
Donc on peut voir que mevc.php, là j'ai une page web qui s'affiche. Donc il y a en fait sur le site ce fichier PHP qui est présent. Donc on va y aller. Ah, bon, ça demande un username et un password. Donc là, ce que je vais faire, c'est retourner sur le dépôt, regarder smegv.php. Bonjour les noms. Et donc on peut voir ici dès la première ligne, username égale admin, autre password égale admin. Donc en espérant que le mec n'ait pas changé le mot de passe, on va retenter ce login, admin. Ça j'en ai plus besoin. Donc admin. Bon, ça charge. Un peu lent, hein. Ah, ok, on est connecté. Alors on peut voir que c'est très laid comme interface. Mais bon, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer de répertoire. Donc là on est dans var HTML, ok. On peut créer un répertoire. On peut exécuter des commandes. Alors par exemple si je fais whoami et que j'exécute, voyons ce que ça rend. C'est vraiment lent, hein. Ah, wami égale webadmin. Donc là on peut voir que j'ai un shell. Bon, il n'est pas super interactif ce shell. Donc on va voir ce qu'on peut faire encore. On peut lire des fichiers, on peut créer des fichiers. Et on peut uploader des fichiers. Ah. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader un autre web shell qui va être un peu plus intéressant, un peu plus interactif que juste écrire une commande et attendre 15 000 ans pour voir le retour. Donc on va télécharger le web shells PHP, voilà, celui-là. Alors, je vais juste le renommer airshell en PHP, voilà. Je vais le modifier. Je vais le mettre dans l'IP, je vais mettre la mienne. J'ai pas mon IP. 10.14.183, ok. Donc 10.14.183. On va garder le port de 3.4, ça c'est pas grave. Ok. C'était bien 10, c'était bien 183. Ouais, 183. Donc, on browse. Hop. C'est pas là que je voulais aller, c'est pas grave. Vous avez vu le répertoire où j'avais déjà tout terminé, mais bon, pas très grave. C'est pas très grave. 13 back. Le airshell. Et on l'upload. Et on attend 15 000 ans. Ah, je pourrais mettre pause, mais... Ah voilà, c'est bon. C'est uploadé. On peut voir le fichier présent ici. Alors, on peut voir qu'il y a d'autres fichiers, hein, ll.php.php, php. Ça, c'est parce qu'il y a d'autres gens sur le site en train de faire le challenge. Mais c'est pas grave. On va les laisser. J'espère qu'ils vont pas nous bloquer pendant la vidéo et que j'aurai quand même accès jusqu'aux routes. Donc, on ouvre un autre shell. Voilà. On va mettre netcat en listener sur le port 1, 2, 3, 4. Là, je vais exécuter le fichier qu'on vient d'uploader. htb/airshell.php. Donc, je lance l'écoute. J'exécute. Et là, sur netcat, il a réceptionné l'exécution du fichier PHP. Et c'est bon, je suis administrateur. Alors, on va faire popper un shell un peu mieux configuré. Donc, est-ce que j'ai droit à Python? Non. Est-ce que j'ai droit à Python 3? Oui. Est-ce que je viens de me bloquer en lançant Python 3?
aussi. C'est pas grave. Je relisten. Je relance le curl. Je log ma session de Windows sans faire gaffe. Et retourne sur la machine virtuelle. Voilà. Et donc, on a Python 3, donc on peut faire Python 3. On va exécuter la commande, enfin les commandes. Import pty. Et on fait pty.spawn. Y arriver. Bash. Et voilà. Donc, je suis connecté avec le compte webadmin. Je ne sais pas où je suis. Ok, je suis à la racine. Est-ce que je peux faire sudo-l? Oui. Et surtout, dans quel groupe je me trouve? Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Helpenmin, Samba Share. Bah, par contre, il n'y avait pas de port Samba ouvert, SMB. Donc, du coup, je me suis dit, ça sert à rien de vérifier s'il n'y a pas des fichiers qui correspondent à Samba. Vu qu'on n'a que un port 22.80 ouvert. Donc, on peut exécuter avec le droit de sysadmin. Là, on est webadmin. Mais il y a apparemment aussi un sysadmin où on me permet d'exécuter donc avec le compte sysadmin la commande home sysadmin luvit. On va aller dans le home, on va voir qui s'y trouve. Ah, il y a sysadmin et il y a webadmin. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans webadmin et je vais profiter d'avoir encore un meilleur shell. Pour ce faire, alors je vais faire autre chose. Le fichier qui est ici, on va pas faire attention. Parce que ça, du coup, c'était laissé par quelqu'un d'autre qui est aussi sur la machine en train de faire ces trucs. Et j'ai pas envie de profiter du travail des autres. Donc on va tout refaire comme s'il y avait rien. Hein. Donc, il y a un fichier note.txt qui dit bien, de la part de sysadmin, j'ai laissé un outil pour faire du Lua. Je suis sûr que tu sais où le trouver. Contacte-moi si tu as des questions. Alors effectivement, l'outil en question qu'il a laissé, ça s'appelle Luvit. On va voir ce que c'est encore juste après. Vite. Et oui, est-ce que je vais faire pour avoir un meilleur shell? Je vais dans le répertoire SSH. En fait, ils n'ont pas fait de bêtises. Ils ont fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. Je vais dans le répertoire SSH. Et là, je vais mettre un petit temps de pause pour juste repréparer depuis zéro ce que j'avais fait la veille. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme il y a le port SSH ouvert, on va se permettre de se connecter en SSH. Parce que le shell que j'ai... bon, voilà. Il est pas très cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est se créer une clé SSH. On va mettre sur le serveur. Et comme ça, je peux me connecter directement en SSH. Et pas à travers un reverse shell. Donc, pour ça, je vais dans mon répertoire SSH. Je vais faire SSH kgen en RSA 1096. Je vais l'appeler traceback. Pas de passe-phrase, on s'en fiche. Donc là, j'ai mon fichier, ma clé publique de traceback que je vais devoir mettre sur le serveur. Et j'ai ma clé privée traceback que je vais garder et privée. Je vais aller dans mon fichier de config de SSH et je vais dire lost traceback.htb. Il y a un user qui est web admin et la clé à utiliser, voilà, c'est traceback. Donc ça, je dis, tu utilises la clé privée traceback pour te connecter. Ensuite, je vais copier la clé publique ici. Donc je vais faire echo oula. Alors, je crois que ça n'a pas fonctionné ce que je voulais. Non. Ah oui, c'est vrai. Alors, je demande 2 secondes. Copie. Echo.
paste. Voilà. Dans le fichier authorized. Alors, il est où le nom du fichier? Voilà, c'est celui-là. Authorized keys. Voilà. Donc j'ai enregistré ma clé publique dans le fichier authorized keys sur le serveur distant. Et donc là, ce que je peux faire, c'est SSH traceback.htb et me voilà connecté en SSH sur la machine traceback avec le compte webadmin. Donc je peux quitter Netcat. Voilà, le cœur je peux l'arrêter du coup. Et en fait je peux même le quitter. Voilà. Donc là je suis connecté avec webadmin. Je me trouve bien dans son home. Si je fais CTRL L, ça clear le terminal, ça c'est bien. Et donc note.xt. Donc j'ai laissé un outil pour faire du Lua machin. On a vu quand on faisait sudo-l, on avait le droit d'exécuter ce programme avec le droit sysadmin. Alors si on va voir quel est ce programme, est-ce qu'on a le droit d'abord de voir ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est. C'est sûrement pour faire du Lua. Donc on va exécuter ce programme avec le droit sysadmin. Voilà. Donc j'exécute en sudo en tant qu'utilisateur sysadmin la commande qu'on me laisse utiliser, qui est donc luvit. Welcome to the luvit REPL. Ok. Quand je tape help, il n'y a rien. Donc c'est une fonction. Ah. Attempt to call global help. Ah non. Effectivement, c'est du Lua. Alors moi, ce que j'avais fait, en plus un peu sans faire gaffe, j'avais appuyé sur la touche Tab et ça me donnait des mots-clés. Je savais vraiment pas quoi en faire. Je savais pas que c'était du Lua en plus à ce moment-là, donc j'étais vraiment perdu. Et est-ce qu'il n'y en a pas un qui m'avait... Je sais qu'il y en a un qui m'avait marqué. Je crois que c'était 6, mais je le trouve plus. On peut faire je process côté corps des grammes TLS URL utils, peut-être que c'était dans utils, je sais plus. Utils, non, il n'y a rien d'intéressant. Peut-être dans corps. Je suis sûr qu'il y avait un truc 6. Ou OS. Je crois que c'était OS. Genre LOS. Et j'ai perdu l'accès à la machine. Et ouais. Est-ce que je peux encore la pinguer? Non. Alors soit quelqu'un reset la machine. Soit quelqu'un... Ouais, ok, la machine doit être reset. Ok, c'est pas grave. On va recommencer. Ah ouais, elle a vraiment été reset, ok. Les joies du partage quand des gens reset des machines. Bah ouais, je dois tout recommencer du coup. Alors, on retourne là. On se reconnecte. Donc c'était admin. Voilà. Alors, allez, pour vous quand même, je vais couper un peu les temps. Je vais juste remettre le web shell. Ok, ça devrait fonctionner. Non. Alors, je recommence. Ok, c'est bon. En fait, je crois... Donc oui, c'est sûr qu'il y a des mecs qui sont aussi sur la machine avec moi. Sauf que je crois qu'il y en a qui sont un peu de tension et qui savent pas faire la différence entre un chevron et deux chevrons. Ce qui fait qu'il réécrasait aussi les clés des autres qui étaient connectés. Dont la mienne, ce qui vient de se passer à l'instant. Donc s'il pouvait apprendre à faire un peu de shell avant de faire de l'attaque, ce serait sympa. Donc... je disais... Voilà. Donc je suis connecté avec webadmin. Je peux exécuter cette commande. Donc sudo -u sysadmin cette commande. Voilà. Si je faisais tab, du coup,
Voilà, j'ai eu des noms de modules qui apparaissent. Par contre, j'ai pas celui que j'avais hier, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Los. Alors, OS est bien là. Enfin, je peux l'appeler, mais je ne sais pas pourquoi il n'est plus listé ici. Bon, c'est pas grave. Donc, on voit que j'ai un OS. Enfin, j'ai un module OS. Et dedans, je peux appeler execute, rename, enfin, je peux faire des choses. Donc, si je fais OS execute, ça me dit qu'il attend égal après execute, etc. Alors là, j'ai dû un peu chercher par Google. Et j'ai vu que donc, j'ai compris que c'était du Lua. Et j'ai dit juste simplement chercher comment exécuter un bash avec Lua. Bah, ça ressemble étonnamment beaucoup au Python. OS execute /bin /bash. Et donc là, étant donné que je suis avec les droits sysadmin sur le programme qui est ici, ce que je vais exécuter ici, je vais l'exécuter avec le droit sysadmin. Donc je me retrouve avec un bash avec les droits de sysadmin. Alors où je me trouve? Donc toujours dans webadmin. Je retourne dans mon home à moi. Ah oui, par contre, ouais, non, Ah oui, parce qu'en fait, je suis encore dans le shell de webadmin. Donc pour lui, son home, c'est... il n'a pas changé les variables d'environnement, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. Je vais dans home sysadmin. Voilà. Donc là, j'ai le fichier Luvit qui est ici. Pour voir ce que c'est. Donc bah voilà, c'est un programme exécutable, etc. Bon. Donc c'est un simple programme qui est en fait un interpréteur de Lua, tout simplement. Et j'ai aussi le fichier user.txt. Donc là, je viens d'avoir la moitié de la machine faite. J'ai prouvé que je pouvais escalader en privilège jusqu'à atteindre l'utilisateur sysadmin. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir les droits de route. Donc encore une fois, je vais faire quelques commandes pour voir un peu quels sont mes droits, ce que je peux faire. Donc si je fais id, on voit que je rien d'intéressant. Sudo-l, ça me donne un mot de passe que je n'ai pas. Alors je pourrais me dire, bah, je vais changer le mot de passe, sauf que pour ça, ça demande le mot de passe actuel de mon compte, que je n'ai toujours pas. Donc c'est pas par là qu'il faut aller. Là. Zut. Execute. J'ai pas un... Ah si. Ouais, je t'ai retourné dans l'interpréteur de Lua sans faire gaffe. /home sysadmin. Ok. Alors là, j'ai dû chercher pendant à peu près très longtemps. Ce que je vais faire pour m'éviter d'autres ennuis, c'est aller dans mon répertoire SSH. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà connectés? Oula. C'est intéressant ça. Il y a déjà quelqu'un qui est connecté avec le droit sysadmin. Bon, on va le rejoindre. Comme ça, j'aurai une clé SSH webadmin, une clé SSH sysadmin. Et si jamais il y en a une qui saute, j'aurai peut-être avec un peu de chance l'autre qui va fonctionner aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans mon fichier SSH, dans ma config. Et donc là, je vais dire, je vais copier ça. Voilà. Je vais juste remplacer le webadmin ici par sysadmin. J'utilise la même clé, c'est pas grave. Et donc là, si je fais... Alors, attendez. J'aime bien faire ça ici. Donc, sysadmin @traceback. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que je copie la clé aussi. Sinon, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Alors, on peut voir d'ailleurs que quand on se connecte en SSH, le mec il s'est même amusé à faire un peu de configuration, d'affichage un peu stylisé. Donc le mec il s'est permis quelques petits trucs. Donc il faut que j'affiche ma clé publique et que je la copie là. Écho. Alors, tac tac tac. Voilà. On met ça dans AutoResky. Voilà. Et donc là, normalement, voilà, je peux me connecter avec sysadmin. On va appeler bash, voilà, comme ça c'est un peu plus cool. On peut donc voir que quand on se connecte, on a du texte. Alors ça, j'ai mis un petit moment à pas le remarquer, mais à le prendre en compte, on va dire.
Et donc pendant ma recherche qui a duré très longtemps, donc j'ai sysadmin. Non, ça c'est le vrai sysadmin avec le SSH. Donc si je fais cd, bah, il m'envoie bien dans sysadmin. Ok. Donc ce que j'ai remarqué quand j'ai cherché, c'est qu'il y a un autre truc à prendre en compte. C'est est-ce qu'il n'y aurait pas des programmes qui s'exécutent régulièrement. Donc on peut regarder le comptable par exemple. Oui, avec Nano. Il y a rien dans le comptable. Bon, voilà. Ah oui, c'est vrai, je suis dans Nano, je suis pas dans... Pas l'habitude. On peut regarder les services, les programmes qui sont en train d'être exécutés. Donc, enfin, les processus qui sont en train d'être exécutés. Donc, on regarde tous les processus de tout le monde. Et donc là, on les regarde. Donc ça, c'est les processus en cours. Donc, on faut regarder sur la dernière colonne ici. Voilà. On regarde. Voilà, ici, les commandes des autres utilisateurs. Donc, c'est un peu compliqué de filtrer. D'ailleurs, je vais le mettre en grand. Ah non. Ah non, j'ai perdu la commande. Bon. C'est compliqué quand on est 15 000 sur la machine. Oh non, ils ont reset la machine. Bon, et ben je vais devoir tout recommencer. Alors c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait la première attaque en pleine nuit. Comme ça j'étais tout seul, j'étais pépère. Là en pleine journée, on doit être plusieurs dessus, il doit y avoir des... on va dire des mecs qui ont encore besoin d'un peu d'éducation, qui reset la machine comme c'est pas permis, ça devient un peu compliqué. Ok, me revoilà. Donc, je disais, j'espère qu'ils vont pas reset parce que là je pète un câble. Donc, je suis connecté en sysadmin. Ah oui, donc il fallait voir les processus. Donc on les regarde. Donc c'est toute la colonne droite. J'arrive plus à... C'est pas grave. Toute la colonne de droite. À la commande. On regarde. Alors j'avais vraiment testé plusieurs choses. Jusqu'à enfin un moment voir ceci. Donc on peut voir que root, de temps en temps, il exécute un shell où il va sleep pendant 30 secondes. Donc pendant 30 secondes, il va rien faire. Puis il va copier le contenu du répertoire ici dans le répertoire là-dedans. Donc update mode, je sais pas comment ça se prononce, c'est tout simplement des scripts qui vont être appelés. Par exemple, si je me connecte en SSH, c'est un peu des sortes de bannières. Et donc, justement, pour une bannière, on avait vu que ici, on avait du texte. Donc, ce que j'étais allé faire à ce moment-là, j'ai plus l'endroit. C'était var backup. Ouais. Ok. Si, donc je vais céder là-dedans. Voilà. Donc ici, j'ai des fichiers. Et toutes les 30 secondes, apparemment, root va copier l'intégralité de ces fichiers pour les mettre ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je tente de me connecter en SSH, bah, on peut voir qu'il y a parfois du texte qui apparaît. Ah non. Ils ont supprimé ma clé webadmin. Mais apprenez à faire des redirections, bande de cons. Bon, attendez. On va voir si je peux faire ça. Bon, ok, alors ça fonctionne encore. Mais donc on peut voir là qu'il y a du texte qui apparaît. Si je regarde le fichier header. Bon, voilà, il y a de l'information. Et là, surtout, voilà, il y a un echo. Welcome to Xaland. Bah, c'est le echo que je trouve ici. Donc, quand je me connecte en SSH, alors la bannière ici, je n'ai pas trouvé. En revanche, le texte qui est ici, c'est bien celui qui est là. Et en fait, ça s'est exécuté par route.
C'est en se connectant au SSH, c'est par le biais de root qu'il y a l'exécution du fichier qui est ici. Donc si par exemple je fais des commandes, si je rajoute echo, j'ai lu les là. Alors en revanche, comme c'est exécuté toutes les 30 secondes, j'ai un temps vraiment limite pour faire ça. Parce qu'en fait à chaque fois c'est reset. À chaque fois les fichiers sont reset. Ça je m'en suis aussi aperçu dans le temps. Donc là je vais CTRL O pour enregistrer. J'écris. Et là si je tente de me connecter, il n'y a rien. Ah oui, il faut attendre qu'il fasse la copie. C'est pour ça. Donc on a vraiment un temps. Ah non, j'ai un permission denied pour écrire. Bah pourquoi? Je pouvais écrire avant. Pourquoi je ne peux plus écrire? Ah non, oui, je suis bête. Putain. Je suis débile, je me suis trompé de répertoire. Les fichiers ici appartiennent à root, et donc ils sont copiés dans etc update mode t, voilà. Et là, les fichiers qui sont copiés, donc en fait, ouais, non. Ils sont reset ici. Moi, je me suis trompé dans les répertoires. Donc, ça, ce sont les fichiers sources. Et à chaque fois, ils sont copiés ici. Et là, on peut voir que sysadmin, il a le droit de changer les fichiers. Hein, il a les droits des lectures, écriture, exécution. Donc, si je modifie le fichier header qui est là, j'ai maximum 30 secondes pour me connecter en SSH et voir ce qui se passe. Donc, je recommence. Je me connecte ici. Ouais, j'ai lu. Et là, les pauvres Américains qui vont y voir du français, ils vont péter un câble. Ça leur prendra à reset de façon intempestive la machine. Je sauvegarde le fichier. Et donc là, si je me connecte en SSH, hop, j'ai bien le texte, j'ai lu les là. Mais dans environ 30 secondes, étant donné que root va copier de source à destination, c'est-à-dire les fichiers que je ne peux pas modifier vers les fichiers que je peux modifier, bah, j'ai environ 30 secondes pour sauvegarder mon fichier et l'exécuter. Et encore 30, c'est dans le meilleur des cas, hein, parce que quand le sleep il arrive vers les 5 secondes, j'ai plus que 5 secondes, donc j'ai intérêt à faire un truc assez efficace et très rapide. D'ailleurs, on peut voir... Voilà. Quand j'ai retenté de sauvegarder, ça a écrit le fichier était modifié depuis. Est-ce que je continue la sauvegarde? Donc là, si je mets non, en fait, le fichier que je vois là, voilà, a été remodifié, a été recopié par le fichier source qui est détenu par root, que je peux pas modifier, et qui est le fichier de base. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer des commandes donc, que root peut effectuer. Et on va par exemple faire cat root.txt. Ça, c'est vraiment juste histoire d'avoir le flag rapidement. Donc, je sauvegarde, me connecte. Et le fichier était modifié entre temps. Voyez, je me lance la connexion et là j'ai un message qui dit le fichier était modifié. Faut vraiment aller vite, il faut vraiment avoir un peu de chance aussi derrière. Donc, oui, je sauvegarde. Allez, j'entends la connexion. Voilà. Et là, j'ai le flag root qui apparaît. Et donc là, alors j'ai pas vraiment routé la machine, j'ai juste eu le flag root. J'ai une sorte de reverse shell grâce au fichier header qui est ici. Mais bon, c'est pas très interactif, c'est pas très intéressant. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir un vrai shell où j'aurai les droits de route. Donc pour ça, je vais voir le manuel de Netcat. Et donc je peux voir... Comment ça ? Voilà. Voilà. On peut voir qu'on peut faire du client-serveur avec Netcat, bon ça on le savait, mais surtout il y a des exemples dans le manuel de Netcat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tout ce qu'il y a écrit ici et qu'on va l'exécuter dans le fichier header qui est exécuté à chaque fois quand je me connecte en SSH. Alors juste me faire un petit coin là pour noter le truc. Donc je quitte le manuel. Voilà. Et donc, je vais dire rm-f/temp/f. Donc, au cas où il y a un fichier f dans temp, je le supprime.
mkfifo. Donc ça c'est pour créer un fichier input-output. Donc je recrée sous le nom de f. Je dis ensuite que je vais le cat. J'envoie ça dans bash. Alors il y a écrit bin.sh. Moi je vais prendre bash, comme ça sera encore plus sympathique. Slash bin slash bash. Par contre, il faudrait peut-être que j'écrive au bon endroit. Slash bin slash bash-i. Les sorties d'erreur, je les rebalance même dans la sortie standard. Voilà, au cas où. J'appelle netcat qui va listen donc sur mon adresse à moi, donc c'est 10.10.14, je crois que c'est 183, j'ai un doute. Ouais, 183. 83. Et ça, c'est envoyé dans le fichier input-output. Et ça, je crois que je l'avais écrit en trop. Ok. Donc, je vais exécuter ça. Je vais me connecter en SSH et on va voir, du coup, normalement, il faut donner un nom de port aussi. Un numéro de port. On va le mettre ici. On va se mettre 777. Donc, si je fais netcat listen sur le port quadruple 7, j'enregistre ici. Alors, j'écoute avec netcat. Voilà, je suis prêt à accueillir le shell. J'enregistre ici. Je lance la connexion SSH. Et il y a eu la modification pendant que je me connectais, évidemment. Ok, donc je recommence. J'écris. Connecteur SSH. Et ça n'a pas fonctionné. Alors, la machine est encore présente, ça c'est bon. Pardon. Alors, juste revoir comment j'ai fait ça. Alors, je vais tout recommencer parce que évidemment, ils ont répété un peu toutes les clés. Enfin, ils ont reset la machine. Donc là, j'ai réécrit la commande avec un fichier à mon nom, comme ça je suis sûr que ça va embêter ni personne, ni moi, ni personne. Donc je le recopie là. Je le sauvegarde. Je me connecte vite en SSH. Ah oui, il faut que je fasse du listen sur le port 7777. Donc je listen. Oui. Je réécris. Je me connecte en SSH. Ok, je me connecte en sysadmin parce que évidemment ils ont encore dû supprimer ma clé webadmin. Voilà. Ouh. Donc là on peut voir que le netcat a récupéré un shell. Si je me connecte en bash, c'est pas grave, on va recommencer. Bon, on peut voir que ça fonctionne, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, je me connecte en SSH. Ça, je le re-sauvegarde pour être sûr. Je me reconnecte en SSH. Yes, je re-sauvegarde pour être sûr. C'est vraiment compliqué. Hein. Je me reconnecte en SSH. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que netcat ne fonctionne. Ah c'est bête, j'avais un shell root pendant environ 10 secondes et j'ai tout capoté. C'est pas grave. Là je peux me connecter. Ok. Ça donc je l'écrase. Je me connecte en SSH. Il y a quelqu'un qui a fait le 4 root. Ouais parce qu'on doit être à plusieurs sur le fichier. Bon quelqu'un je pense j'espère eu son flag root. Alors on peut voir qu'il est sûrement différent de l'autre parce qu'en fait à chaque reset de la machine les flags sont différents. Donc en plus quand on a le flag il faut vite se dépêcher de le mettre sur Hack-the-Box pour être sûr de le valider parce que si y a un reset de la machine entre temps, bam, même si vous avez trouvé le flag il sera pas valide. C'est compliqué hein. Alors yes. Alors je recommence. Je vais prendre un autre nom. Je vais mettre Gélule. On va appeler 0. Alors je sais pas trop utiliser Nano. Donc je vais juste faire ça un peu à la main. C'est un peu triste mais bon. Oula.
Voilà. Je sauvegarde. Yes. Reconnecte. Et quelqu'un l'a modifié ou il a copié entre temps, je sais pas. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Ouh. Et donc là avec Netcat, je suis connecté comme route. Donc je fais la racine, je peux aller dans route. Je peux lister un peu tous les fichiers, je peux faire ce que je veux. Donc là c'est bon. Non seulement j'ai eu le flag route, mais en plus j'ai montré comment se connecter en route sur la machine. Ah, c'était un peu long comme vidéo, mais moi je trouve ça super cool comme machine. Il y a plein de problèmes. Enfin, vous voyez, en général, je coupe les vidéos pour que ce soit un peu fluide. Là, je me suis dit, on va leur montrer un peu ce qui se passe quand on est à 15 sur la machine. D'ailleurs, il y a qui sur la machine? Alors, ça c'est moi. Les 3 autres, ce ne sont pas moi. Je pourrais, si j'étais mal éduqué, pour être gentil, prendre leur PTS, enfin leur TTY et trucs comme ça, et dire, allez hop, vous me dégagez. Je pourrais. Bon, est-ce que je vais le faire pour autant? Bon, juste pour le fun, donc je pourrais dire echo hello dans, c'est ça, slash dev slash pts slash moi je suis 0. Voilà, et on peut voir ici qu'il y a le hello qui s'est affiché. Bon, si je quitte ce fichier dont je n'ai plus besoin du coup, voilà. Donc si je recommence ma commande ici, bon allez, assez pour le fun, on se fait 5 minutes de rigolo. Hop, il y a hello qui s'affiche, et mais c'est tout. Par exemple si je fais... ça va pas exécuter le... oui, ça marche mieux si je fais la redirection. Dev pts 0. Voilà, je le laisse qui s'affiche. Mais ça fait rien, c'est juste que ça affiche des messages. Donc je pourrais dire please do not reset the machine. The box, pour être exact. Et donc je pourrais envoyer ça sur pts 1. Et envoyer des messages comme ça pour le fun. Voilà, pour leur dire arrêtez d'être des abrutis. Voilà. Qu'est-ce que c'est rigolo. Donc voilà, donc c'était 13 bacs de Hack the Box. Moi j'ai trouvé assez amusante, simple. Bon, elle est catégorisée comme simple, hein, mais assez amusante, j'ai appris quand même pas mal de choses. Donc bah je vous dis à la prochaine vidéo.